Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur ce panel qui va s'interroger sur la contribution des industries lourdes à la structuration des économies africaines et des filières locales sur des secteurs stratégiques, et ceci afin de permettre de transformer les ressources, de répondre aux besoins du marché et de renforcer durablement la création de valeur sur le continent africain. Avant de présenter nos panélistes, je souhaiterais fixer rapidement le paysage. Le développement des capacités industrielles locales est au cœur de la transformation économique du continent. Les entreprises industrielles actives sur les matériaux, le ciment, les engrais ou la métallurgie jouent un rôle clé. Elles valorisent les ressources locales, elles soutiennent les chaînes de valeur et réduisent la dépendance aux importations. Au-delà de la production, l'enjeu est finalement de faire émerger des écosystèmes industriels, résilients, capables de répondre aux besoins des marchés africains. À travers l'expérience de nos panélistes, cette discussion va permettre d'identifier les conditions et les leviers nécessaires au développement des capacités industrielles compétitives et à la structuration des chaînes de valeur locales et régionales qui seront créatrices de valeur durable. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Dufour. Il est le CEO du groupe Aerium. Aerium est né en 2024 de la reprise des activités d'Air Liquide en Afrique subsaharienne par Adenia Partners. Aerium est un leader industriel présent dans une douzaine de pays, allant de l'Afrique de l'Ouest en passant par l'Afrique centrale jusqu'à Madagascar. Il est spécialisé dans les gaz industriels, essentiels pour la santé et l'industrie. Fort aussi d'un héritage de plus de 90 ans, le groupe a su s'appuyer aussi sur près de 600 collaborateurs, dont plus de 90% sont issus des pays d'implantation. Ce groupe permet d'accompagner la souveraineté et la transformation durable des filières industrielles clés du continent africain. Il apportera, Alexandre, un regard particulièrement pertinent sur la montée en puissance d'infrastructures industrielles structurantes et de soutien, que ce soit les gaz industriels, que ce soit pour les acteurs de la santé, pour approvisionner les usines, pour la continuité opérationnelle et les services aux écosystèmes productifs. Ingénieur de formation, Alexandre Dufour dispose d'une solide expertise de 25 ans dans le secteur industriel, dont plus de 20 ans au sein du groupe Air Liquide. En 2024, vous avez été nommé par le fonds Adenia Partners pour piloter la transformation et le développement d'Aerium sur le continent africain. C'est un plaisir de vous accueillir, Alexandre. J'ai également le plaisir d'accueillir Ali Karaki, le directeur général adjoint du groupe Prometal. Le groupe Prometal est un conglomérat camerounais de premier plan qui regroupe une dizaine d'entreprises sur des secteurs diversifiés au Cameroun. Sa contribution au développement économique et industriel au Cameroun est importante, avec pour objectif l'autonomie du secteur métallurgique et le renforcement de la transformation agroalimentaire. Plus de 300 millions d'euros ont d'ores et déjà été investis par le groupe. Le groupe Prometal constitue un exemple concret de transformation locale dans les matériaux industriels avec une logique d'intégration verticale. En 2025, l'entreprise a bénéficié d'un prêt de Proparco de 22 millions d'euros pour la construction et l'exploitation d'une usine de produits semi-finis métallurgiques. Ali, vous êtes cadre expérimenté en banque et en finance. Vous avez débuté donc votre carrière en finance avant de rejoindre le groupe Prometal au Cameroun en 2012. Vous êtes nommé directeur général adjoint du groupe en charge des fonctions administratives et financières. Vous jouez un rôle clé dans la croissance, la diversification et la mise en œuvre des projets d'expansion du groupe dans la région et au Cameroun, en coordination avec les États, les institutions et les partenaires financiers. Donc avec nos panélistes, tout d'abord, je souhaiterais que nous réfléchissions à la manière dont l'industrie locale est un enjeu central de la transformation des économies. Dans de nombreux pays africains, la transformation locale reste un objectif affiché, mais qui est encore difficile à concrétiser. Could you hear us? Donc la transformation locale reste... It doesn't work. Okay. Could you hear me? Okay, let's go. La transformation locale, comme je le disais, reste un objectif affiché, mais qui est encore difficile à concrétiser, malgré quelques exceptions. Ce qui est frappant, et que lorsqu'on compare avec les trajectoires asiatiques, c'est qu'au moment des indépendances, certains pays étaient dans des situations comparables, voire plus difficiles que certains pays africains aujourd'hui. Pourtant, ces pays asiatiques ont enclenché un processus d'industrialisation très rapide avec un rôle structurel de l'industrie manufacturière, à la fois en termes de productivité, d'emploi et d'innovation. Ainsi, je me tourne vers vous, Alexandre Dufour. Selon vous, à travers l'expérience du groupe Aerium et fort d'un héritage de 90 ans, quelles sont aujourd'hui les conditions clés pour que des capacités industrielles locales deviennent un véritable moteur de transformation économique en Afrique? Et quels sont les facteurs, par exemple, sous forme de politiques publiques, d'incitation ou de dispositifs de facilitation d'investissement qui feraient la différence dans la capacité à structurer des filières compétitives et durables?
Merci Mehdi. Pour répondre à votre question, je vais peut-être rappeler un peu ce que c'est que l'industrie et l'industrie lourde en quelques images simples. L'industrie, c'est prendre des ressources, des matières premières, et les transformer avec de l'énergie, des hommes et des gaz industriels pour faire des produits finis. Donc si on regarde le continent africain, les ressources, les matières premières, il y en a partout, il y en a beaucoup. Ce n'est pas un sujet. Et l'accès est libre et l'accès fonctionne. Les gaz industriels, on va travailler dessus. Donc je vous promets que ça va fonctionner aussi. Reste l'énergie et l'éducation. Et pour moi, ce sont vraiment les deux secteurs où il faut que les politiques soient fortes parce que ce sont les deux secteurs où il y a de la pénurie. L'éducation, des choses sont faites et bien faites, mais il y a des progrès. On est encore en manque d'ingénieurs de très bon niveau, en manque de formation de très bon niveau pour l'industrie, pour staffer des équipes qui permettent de construire de grandes industries. Et pour l'énergie, l'Afrique a un atout pour moi, que l'Europe a perdu par exemple. Elle a un marché de l'énergie régulé. Je ne sais pas si Ali voudra compléter après là-dessus. Mais pour toutes les industries, vraiment, l'industrie s'est transformée, encore une fois, des matières premières avec de l'énergie. Et l'énergie régulée, ça, c'est un vecteur de performance et de compétitivité de l'Afrique. On voit très bien les marchés européens comme ils sont impactés par la guerre en Ukraine, par un problème au Moyen-Orient, et que les industries en sont détruites. En Afrique, on a une stabilité des prix, et ça, c'est un atout majeur. La difficulté qu'on a, par contre, c'est la régularité de l'énergie. Et donc là, il y a besoin de politiques publiques pour investir dans les capacités d'énergie, les réseaux de transport, les réseaux de distribution. On en parlait avec Ali un peu plus tôt aujourd'hui. Et puis, évidemment, les capacités qu'il faut suivre. Et pourquoi est-ce que la Chine, aujourd'hui, est en leadership sur l'industrie mondiale et aussi en leadership sur, d'ailleurs, la transition énergétique? Parce qu'ils ont mis un paquet énorme sur l'énergie. Et donc c'est ça qu'il faut que l'Afrique, je pense, ce dont l'Afrique doit s'inspirer pour développer un tissu industriel important et changer la donne et être capable de transformer ces matières premières. Après, pour les aides d'État plus génériques, moi je trouve que les choses sont bien en place. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a la CPC qui aide beaucoup à investir. Il y a d'autres mécanismes dans d'autres pays. Je sais qu'au Cameroun, il y a des choses équivalentes qu'on est en train de regarder. Et donc moi je trouve que plutôt les gouvernements sont accueillants, aident à l'investissement. Et voilà, c'est la structure énergétique qui est pour moi le maillon le plus important pour aider au développement de l'industrie. Je remercie Alexandre. Donc vous avez posé le cadre finalement où la puissance publique a un rôle à jouer fondamental d'abord sur l'éducation, vous l'avez cité. Sur l'énergie, on comprend que c'est aujourd'hui un atout avec des marchés régulés, des prix stables. Après, il y a cet enjeu qui est les capacités de production, le transport, tout ça pour améliorer effectivement la qualité de l'énergie disponible pour les industriels. Du point de vue d'Erium, quels ont été les facteurs déterminants pour attirer un investisseur comme Adenia Partners et construire un projet industriel qui est crédible et attractif sur le continent? Plus largement, qu'est-ce qui permet aujourd'hui à une entreprise industrielle de passer d'une logique de projet à celle d'une véritable plateforme de croissance régionale? Et à travers votre expérience dans les gaz industriels, comment une activité comme la vôtre peut-elle devenir une infrastructure essentielle au développement d'un écosystème productif local et régional? Alors il y a trois questions dans la question en fait. Il y a une question sur pourquoi Adenia a voulu investir, comment passer du projet à la plateforme, et puis pourquoi est-ce que les gaz industriels sont essentiels à développer en fait l'industrie de façon générale en Afrique. Alors je vais répondre à la première et à la troisième en même temps, parce que la raison pour laquelle Adenia a investi en rachetant les activités d'Air Liquide, a investi dans Erium, c'est justement parce que on est une activité essentielle à toutes les autres industries. Si on regarde la transformation de l'Afrique et ce qui doit être fait pour que le continent se développe et atteigne le niveau de développement d'autres géographies, eh bien, en parlant de choses tout à fait concrètes, il suffit de regarder autour de vous. Il faut du ciment pour faire ces piliers. Il faut de l'eau pour les mélanger avec le ciment. Dans ce pilier, il y a de l'acier, n'est-ce pas? Dans ce pilier, il y a de l'acier. Derrière nous, elles sont cachées, mais il y a des vitres. Partout là, il y a du métal, il y a de l'aluminium. Voilà, toutes ces choses-là nécessitent des gaz industriels. Pour faire du ciment de façon productive, efficace et en réduisant les émissions, il faut injecter de l'oxygène pur dans le four de cimenterie. Pour faire de l'acier, comme Prometal le fait très bien au Cameroun, il faut de grandes quantités d'oxygène, qui produisent d'ailleurs eux-mêmes, on va devoir en parler. Et il faut aussi parfois de l'argon ou des gaz spéciaux qui permettent de faire des aciers de bien meilleure qualité, de plus grande efficacité
Et donc, il faut des gaz industriels. Dans la santé pour les hôpitaux, l'épisode du Covid nous l'a rappelé à tous, il faut de l'oxygène. Et c'est absolument vital pour nos hôpitaux. Dans le verre, il faut de l'hydrogène, il faut de l'azote, il faut beaucoup de divers gaz. Donc en fait, la raison pour laquelle Adenia a investi dans Aerium, c'est qu'on est une sorte de proxy, on pourrait dire ETF pour utiliser des mots à la mode, mais on est un proxy du développement industriel et de la transformation industrielle en Afrique. Parce qu'il n'y a pas une industrie qui participe à la transformation industrielle d'Afrique qui n'a pas besoin de gaz industriel. Et donc en développement, et je réponds à la troisième question, pourquoi les gaz industriels permettent le développement industriel? Pour ça, parce qu'en fait, il n'y a aucune industrie qui peut croître de façon correcte sans nous. Et après, comment est-ce qu'on passe d'une logique de projet à une logique de plateforme? Eh bien, en localisant. En fait, quand Adenia a racheté Air Liquide, devenu Aerium, il y avait beaucoup d'importations. Et le projet a été de dire, OK, on arrête les importations, on va vraiment créer une plateforme panafricaine, on va produire localement nos gaz et on va jouer la cohérence et la mutualisation entre les pays. Donc c'est pas simple, mais on croit que ça marche, on voit que ça commence à fonctionner. Il y a des pays qui ont plus de gaz, d'autres moins, il y a des sources qu'on peut mutualiser et vraiment créer cette logique d'intégration, qui est la logique de l'UMOA, si je prends l'Afrique de l'Ouest. Je pense à vraiment du levier pour passer de projets individuels ou de projets de grosses usines à vraiment quelque chose qui impacte de façon transversale sur plusieurs pays ou sur les géographies. Merci beaucoup Alexandre, c'était très intéressant parce que effectivement la décision d'investissement, je comprends d'Adenia, c'était finalement d'accompagner un acteur structurant de l'écosystème industriel. Parce que votre industrie, effectivement, est à la source du processus industriel sur le secteur des ciments, sur le secteur, on l'a dit aussi, sur la santé, lors de la période de Covid, les besoins d'oxygène, mais aussi, on peut l'évoquer sur le secteur agroalimentaire. Je ne sais pas si, notamment, vous produisez certains gaz pour les engrais, peut-être pas également, vous le faites. Donc oui, effectivement, c'était le premier critère d'Adenia. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans votre plateforme, c'est cet objectif finalement de substitution à l'importation, à l'arrêt des imports et d'accompagner cette intégration des marchés économiques. Ça, on le voit sur l'UEMOA. J'y reviendrai tout à l'heure, Alice, sur cette question d'intégration des marchés. Qu'est-ce qu'il en est pour la zone CEMAC? Peut-être une dernière question, Alexandre. Moi, j'aimerais comprendre un peu les solutions en termes de fiabilité d'approvisionnement, de qualité des services et d'adaptation aux contraintes propres au marché africain que vous apportez et auxquelles vous répondez. Est-ce que, à travers ces solutions, vous estimez finalement qu'Aerium peut devenir aujourd'hui un leader proche et agile en matière de gaz industriel? Je le crois, merci pour la perche. Alors, qu'est-ce qu'on pense pouvoir faire? La première chose qu'on a faite en arrivant après l'intégration d'Air Liquide, c'est Air Liquide voyait nos géographies vraiment comme des fins de ramification et envoyait beaucoup de gaz depuis l'Europe ou ailleurs sur nos géographies, alors même qu'il y avait des moyens de production historiques qui avaient été implantés et des équipes historiques aussi. Donc la première chose qu'on a faite avec mon équipe quand je suis arrivé, c'est de booster les ressources locales, les employés locaux qui avaient énormément de connaissances, vous l'avez rappelé, plus de 90 ans de présence en Afrique subsaharienne, donc il y a énormément de connaissances dans nos équipes, et aussi des assets qui étaient un peu abandonnés. Donc on a beaucoup travaillé sur la productivité, sur la fiabilité, pour produire plus et importer moins, et permettre d'avoir un temps de réaction par rapport au marché qui soit beaucoup plus court. Et donc ça, nos clients l'apprécient parce que quand on importe de l'Europe ou même de l'Asie, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Et on le voit en ce moment, l'Ukraine a impacté beaucoup la production industrielle en Europe. Peut-être que des gens ont ça dans leur tête, dans leur mémoire, mais il y a énormément de production d'acier en Ukraine et en Russie. Et cette production d'acier est une énorme source d'argon, qui est un gaz qui sert dans beaucoup d'applications pour le soudage, pour la construction, pour la production d'acier. Donc il y a eu des pénuries là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? On va investir en Afrique sur des unités de production dans les différents pays. On va aller cibler de très grands partenaires comme Prometal, s'adosser à eux pour leur fournir des gaz dont ils ont besoin, et ensuite, à partir de ces grands partenaires qui généralement ont de l'énergie stable, pour revenir à mon premier point, et des besoins en gaz industriel, créer de la synergie et ensuite aller distribuer de façon plus large dans les pays en utilisant les plateformes, les CEMAC, UMOA, pour grandir. Donc la prochaine étape, c'est ça, investissement dans les moyens de production industrielle, et puis investissement dans le capital humain, et vraiment je l'appelle capital humain, parce que je l'ai dit,
L'éducation est très importante, trouver des talents n'est pas évident. Et donc, trouver les bonnes ressources, les bonnes personnes qui vont être capables de construire ces industries du futur pour l'Afrique. Je crois que c'est ça le secret. Après, il y a de la simplification à aller travailler. Midi, tu as dit qu'on allait en parler. C'est sûr que, par exemple, moi, je fais de l'intégration entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est une galère pas possible, en fait. Il n'y a pas de ligne logistique entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les bateaux s'arrêtent pas, on ne sait pas quand ça passe. Entre le Cameroun et le Congo, c'est pareil. Pour pouvoir arriver à faire quelque chose qui soit intégré, il y a encore beaucoup de challenges. Et là, on va avoir besoin de politiques publiques et d'aide et de réflexion pour qu'on arrête de penser local content, chacun son petit pays, moi le Sénégalais, moi l'Ivoirien, mais qu'on pense une vraie politique de développement comme l'Union européenne a pu le faire à une époque. Je vous remercie Alexandre. Donc, avec Alexandre, nous venons de voir en fait comment une plateforme industrielle peut être un maillon structurant des chaînes de valeur locales. Maintenant, je me tourne vers vous, Ali Karaki, directeur général de Prometal. Le projet industriel du groupe Prometal illustre vraiment cette logique de transformation locale sur des segments qui étaient encore peu développés jusqu'à récemment au Cameroun, avec une intégration dans l'aval en montant vers l'amont sur des chaînes de valeur. Vous avez débuté votre activité il y a plus de 15 ans par l'import de matériaux de construction, puis vous avez produit ces matériaux in situ à partir de matières premières locales. Donc à travers l'expérience du groupe Prometal qui est passé de cette importation de matériaux à une production locale intégrée, avec la valorisation de ces ressources, quels ont été les principaux facteurs qui vous ont permis cette montée en gamme industrielle? Bonjour à tous, c'est un honneur d'être avec vous. Merci Mahdi. En fait, juste pour répondre à votre question, je reviens un peu dans l'histoire. Il y a 15 ans, le marché de l'acier du Cameroun était à 90% dépendant de l'importation. Et quand on est arrivé en fait à investir dans l'acier, la question c'était que c'était quoi notre rôle en fait. Notre rôle à l'époque, on l'a identifié, c'était de proposer un produit fabriqué localement au standard international, mais aussi compétitif sur le prix. Et je suis fier de dire que 15 ans après, on a renversé cette tendance. Qu'aujourd'hui, 90% des produits d'acier fabriqués au Cameroun et consommés au Cameroun sont fabriqués au Cameroun. Mais pour réussir cela, vous avez évoqué le rôle de l'État. L'État a créé au Cameroun une plateforme de promotion d'investissement en 2010 qui a été transformée après en loi, la loi de 2013, qui, je pense, était le locomotive de développement industriel du pays. Cette loi a veillé à promouvoir et à encourager les industriels à investir, à se développer, et tout en leur gardant aussi la matière première, tout en leur confirmant la matière première. Cela aussi, cette transformation, si vous voulez, a pris un peu de temps pour être acceptée aussi par la population, parce que toujours dans nos secteurs, on tend à réfléchir qu'un produit importé, il est mieux qu'un produit fabriqué, ou le produit fabriqué ne répond pas aux normes. Et cela, vraiment, c'est ce tabou qu'on a cassé durant ces 15 ans, qu'aujourd'hui, on est fier de dire que, par exemple, le fer à béton n'est plus importé au Cameroun depuis 2015. Voilà. Après, aussi, il y a le facteur offre, que nos marchés en général, nos marchés dans nos pays africains, c'est des marchés plus d'offres que de demandes. Qu'aujourd'hui, lorsqu'on crée l'offre, on crée une offre compétitive et aux normes, la demande, elle est stimulée en fait. C'est une demande qui est cachée, qui n'est pas forcément assurée par l'importation et qui est née. Et ça, c'était vrai sur quasiment tous les produits d'acier qu'on a développés. On fait un plan pour faire un tonnage spécifique. Après, on se rend compte que le tonnage, il est 3 fois plus. Lorsque le produit il devient disponible et il devient présent sur le marché. Voilà, tout ça aussi, ce n'était pas possible sans l'engagement des promoteurs, mais aussi l'accompagnement au financement des tissus bancaires locaux, je veux dire, qui est très compétitif au Cameroun. Et récemment, on a franchi un pas d'ailleurs. On a, comme Mahdi l'a précisé, on a commencé en fait un partenariat financier aussi avec Proparco, qui
ne se limite pas en fait qu'à l'accès au financement, mais aussi à être toujours en développement sur nos standards de gestion et sur nos standards sociaux et environnementaux aussi, ce qui est un grand pas en devant aussi pour nous. Voilà. En résumé, notre groupe, en fait, on a travaillé sur l'import-substitution. On a commencé par les produits finis et au fur et à mesure des années, on a tourné vers les produits semi-finis et les matières premières, de façon à ce que dans un futur très proche, on espère avoir une activité le plus intégrée possible qui dépend de la matière première uniquement fabriquée, uniquement émise par le Cameroun. Voilà, merci. Merci Ali pour ces explications sur ces milestones concrets de votre réussite, de votre projet industriel. On le dit, surfer aussi sur cette plateforme d'investissement de l'État pour accompagner cette substitution aux imports. Aussi travailler sur la perception du marché par les consommateurs, que des produits locaux aux standards internationaux sont tout autant valables que des produits précédemment importés. Et également, on est sur une dynamique, comme vous le dites, de marché d'offres. À partir du moment où l'offre est là, la demande s'alimente. En tout cas, c'est ce qu'on observe sur l'industrie. Ce qu'on observe aussi en comparant avec les modèles asiatiques, c'est que les politiques industrielles ont joué un rôle clé, mais avec une forme de discipline. On l'a vu là, sur cette plateforme d'investissement, les entreprises aussi, pour aller vers l'export, ont été soutenues à devenir compétitives. Donc, j'aimerais bien vous poser cette fois-ci, Ali, cette question sur cette montée en gamme que vous avez eue, cette capacité à délivrer des produits de qualité pour le marché camerounais. Aujourd'hui, est-ce que la prochaine frontière, notamment, c'est d'aller toucher l'ensemble des pays de la zone CEMAC, d'aller sur un modèle aussi d'export? Est-ce que vous auriez besoin d'un soutien public plus fort? Est-ce qu'il y a aussi une exigence de performance? On l'a vu sur la logistique, sur les sujets de ligne logistique entre les différents pays. Comment on peut le construire concrètement, en fait, cette dynamique d'industriels qui vont conquérir des marchés africains à l'export? En fait, sur ce sujet, il y a deux points très importants. Le premier point que Alexandre il a bien évoqué, c'est l'infrastructure. Aujourd'hui, pour envoyer par exemple notre marchandise au Congo, c'est beaucoup plus facile que le Congo importe de la Chine que d'avoir notre marchandise arriver au Congo avec l'infrastructure actuelle en question de coût et de présence. Là, ce qu'on a essayé de développer en fait ces dernières années, malgré qu'on est en train d'exporter dans la zone CEMAC principalement, on est en train de développer des unités industrielles dans ces pays en fait, pour qu'à terme, l'intégration soit au niveau de la matière première. Qu'aujourd'hui, au lieu d'envoyer de produits finis par exemple au Gabon, on est en train d'investir au Gabon pour produire au Gabon et éventuellement assurer la matière première de cette industrie via une chaîne intégrée sous-régionale ou régionale intégrée. C'est un peu pour pallier aux problématiques d'infrastructure. Mais il y a aussi un point qui est important qu'il faut signaler, qui n'est pas tout à fait ni industriel ni financière. C'est un peu chaque pays a là sa fierté. Et surtout dans nos pays, on pense que pourquoi importer du Cameroun par exemple alors qu'on peut produire au Gabon ou on peut produire au Congo ou on peut produire. Alors il faut aussi respecter ce besoin de nos pays de se développer et de faire autant d'investissements possibles, mais bien sûr avec une rentabilité, dans des pays où l'énergie elle est disponible, où le secteur est porteur, où le développement est possible. Et cela n'est pas possible sans que l'État elle met ce cadre de promotion en fait, qui protège les industriels, mais aussi les pousse à aller plus loin dans leur développement. Merci. Effectivement, un dialogue secteur public, secteur privé, avec des institutions, une feuille claire aussi, une feuille de route claire de l'État, comme vous venez de le citer. C'est assez important, une forme de protection, parce qu'il y avait aussi ce pendant protection aux importations de mémoire sur cette politique import-substitution du Cameroun, des incitations à l'investissement. Ça, vous l'avez eu aussi avec les conventions que vous avez eues avec les États, et la levée, on l'évoque, des goulets infrastructurels, même s'il y a encore un chemin assez long à parcourir, sont autant en fait d'éléments qui sont importants pour la capacité d'un industriel à créer une coalition de partenaires à travers des fournisseurs de capex, des apporteurs de capitaux, actionnaires ou banques ou institutions financières de développement.
Mais peut-être passons en fait à ce qui compte aussi pour vos partenaires, c'est également que vos projets industriels soient porteurs d'impact en termes de création d'emplois et de valeur ajoutée locale, mais également en termes de solutions éco-responsables. Alexandre, pour Aerium, quelles sont les solutions techniques éco-responsables que vous avez développées et que vous utilisez pour réduire l'empreinte carbone des industries de vos clients et la vôtre? Avez-vous des données récentes et comment vous les mesurez? Tout à fait. Alors, le premier investissement majeur d'Aerium est pour la capture de CO2. Ça a été notre premier gros investissement, décidé fin 2024, implémenté entre 25 et cette année. Cette capture de CO2 permet de capturer l'équivalent de 50 000 arbres. 50 000 arbres. Donc on parle beaucoup de planter, replanter, faire des forêts. Nous, en une usine, on fait 50 000 arbres. Et c'est une petite usine. On est en train de regarder des projets d'investissement sur des plus grandes capacités, où là, on va multiplier ça par, je sais pas, 5 à 10 fois. Donc voilà, 50 000, demain peut-être 500 000 arbres. Donc ça, c'est le premier impact qu'on a. Il y a un énorme marché du CO2 en Afrique subsaharienne. Le CO2, je pense que tout le monde va en boire aujourd'hui, dans l'eau pétillante, dans le Coca-Cola, dans le Sprite, voilà, un peu partout. C'est un marché en plein essor et donc voilà, on capte le CO2 sur des unités qui les émettent, des unités qui font de la canne à sucre, de l'éthanol, des cimenteries, voilà, des industries, et ça permet d'éviter les émissions. Et après, je l'ai dit, le deuxième volet où on a un impact, mais ça c'est un impact indirect, ce sont tous nos clients. Voilà, quand on fournit de l'oxygène pur à une aciérie, au lieu de chauffer l'acier avec de l'air, eh ben, en fait, l'air qu'on respire ici, c'est 20% d'oxygène, 80% d'azote. Donc quand on met de l'air dans un four, dans une aciérie, il y a tout l'azote qui est le N2 qui fait des NOx. Monoxyde d'azote, dioxyde d'azote. Et ça, ce sont des polluants pour l'atmosphère. Donc en allant mettre de l'oxygène pur dans des aciéries, mais aussi dans des cimenteries, dans des usines de verre, on évite toutes ces émissions de gaz polluants. Et donc ça, c'est important. Voilà. Super, je vous remercie. Ali, avec Prometal, combien d'emplois avez-vous créé sur les 10 dernières années? Est-ce que vous avez pu accompagner une montée en qualification sur les emplois créés? Est-ce que vous avez des outils pour mesurer en fait, ces emplois créés dans la durée et ces évolutions? Est-ce que c'est aussi un levier de discussion avec les autorités publiques? En fait, un des plus grandes fiertés qu'on a aujourd'hui, qu'on a réussi à créer 2000 emplois depuis 10 ans aujourd'hui, et dans le secteur d'acier uniquement. Bien sûr, nous avons l'obligation et réglementaire et aussi l'obligation, je veux dire, pratique, d'accompagner nos employés dans leur formation et dans la transmission de compétences. Parce que la plupart de je veux dire, de ce qu'on a investi, c'est dans des technologies qui n'existaient pas en fait dans nos pays et qui nécessitaient vraiment des formations et des mises à niveau continues. Par rapport à comment est-ce que ce facteur il nous a un peu aidé, je veux dire que c'est un des facteurs en fait qui nous a fait gagner la confiance de l'État. Et c'est à travers, bien sûr, avec d'autres facteurs, mais c'est un des facteurs les plus principaux qu'aujourd'hui l'État du Cameroun le considère parmi les industriels stratégiques qui vont accompagner le développement du plan industriel au Cameroun. Bien sûr, les États, à côté de ce qu'ils regardent en production, et l'emploi est un facteur très important. Merci Ali, merci encore pour vos éclairages. On a pu comprendre que la contribution des industries lourdes à la structuration et à la transformation économique nécessite des politiques adaptées, des investissements importants, des débouchés stables et des infrastructures adéquates. Des groupes industriels comme les vôtres, Aerium et Prometal, démontrent qu'il est possible de structurer des filières locales compétitives en combinant une vision industrielle, un ancrage territorial, une capacité d'investissement et un accès au marché. Vous créez de la valeur, vous créez des emplois sur des compétences très qualifiées. Enfin, pour conclure, dans l'édition numéro 24 de la revue Secteur privé et développement de Proparco, nous avions rappelé que l'industrialisation n'était pas un processus spontané, c'est le résultat d'un effort coordonné dans le temps avec des investissements massifs, des politiques publiques ciblées, une insertion progressive dans les marchés. Nous vous montrons aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas de modèle unique.
à reproduire. La vraie question pour le continent africain aujourd'hui n'est sans doute pas de copier un modèle, mais de construire des trajectoires industrielles propres, adaptées à ses ressources, à ses marchés, à ses contraintes. Les expériences que vous nous avez partagées aujourd'hui montrent que ces trajectoires sont déjà en construction avec des opérateurs industriels qui sont clés et qui sont à l'œuvre à travers leurs projets. Encore un grand merci pour vos interventions. Nous vous remercions aussi, le public, pour votre attention, malgré l'arrivée impromptue du président de la République au début du panel. Nous n'aurons pas le temps, malheureusement, de prendre des questions, en fait, mais vous pourrez rencontrer nos panélistes en bas de l'estrade si vous souhaitez poursuivre l'échange avec eux. Et encore un grand merci à vous pour votre attention. Merci à tous. Merci Mehdi. Merci beaucoup.